Mesdames et messieurs, les téléspectateurs et auditeurs de Radio Centrafrique, bonjour. Bonjour. Dans ce énième numéro de Parole au gouvernement, de l'émission Parole au gouvernement, nous recevons ce matin Dr Ernest Mada, qui est actuellement ministre chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes honorés que vous soyez là sur ce plateau pour essayer d'apporter votre contribution, des explications à la suite du discours du 28 décembre 2024, discours sur l'état de nation que le chef d'État avait prononcé devant les députés de l'Assemblée nationale. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de voir quel est votre parcours professionnel pour que les auditeurs vous connaissent mieux. Donc, Dr Ernest Mada est donc titulaire d'un doctorat en mathématiques, option géométrie, différentielle soutenu le 8 mars 2008 à la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également titulaire d'un master en finance et banque. Un peu plus tard, il est rentré au pays. Il est devenu enseignant à l'université de Bangui depuis 2024. Il est également enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar de 2022 à 2024. Alors, son expérience professionnelle et administrative, c'est qu'il a été nommé chef de département de mathématiques de 2009 à 2013 à la faculté des sciences de l'université de Bangui. Il a occupé également le poste de vice-doyen de 2013 à 2016 à la faculté des sciences de l'université de Bangui. Ensuite, il a été nommé directeur du cabinet de 2016 à 2021, poste qu'il a accumulé avec celui en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et puis, il est enseignant technique, de l'enseignement technique, je voulais dire, ministère de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il a été directeur du cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, de juin 2021 à janvier 2024. Et actuellement, il est ministre chargé du secrétaire général du gouvernement depuis 2024. Une fois de plus, monsieur le ministre, bonjour et félicitations pour ce parcours élogieux. Bonjour. Alors, pour vous interroger sur ce plateau, nous sommes trois. Il y a mon confrère c'est Guy Dingote Kossani. Merci d'être en face de vous, monsieur le ministre. Merci. Ensuite, Gypsy Roman de la télé Centrafrique. Bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous souhaitons aussi la bienvenue à votre suite, la délégation qui vous accompagne au cours de cette émission. Alors, première question, monsieur le ministre. Vous avez en charge le département du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République. Pouvez-vous nous situer sur son organisation et son fonctionnement et quelles sont vos attributions au sein de ce département? Je vous remercie pour ces questions, cette opportunité que vous nous donnez de présenter le département dont nous avons la charge. Le secrétariat général du gouvernement, conformément au texte portant organisation et fonctionnement de ce département, est structuré pour simplifier, autour de 3 directions générales. Vous avez la direction générale qui s'occupe de l'action gouvernementale. Et là, il s'agit particulièrement d'une mission qui se décline autour de l'organisation des travaux du Conseil des ministres, l'organisation des cérémonies et manifestations officielles et également au niveau du suivi des décisions du Conseil des ministres. Vous avez ensuite la direction générale qui s'occupe des textes. Et là, il s'agit de la direction du journal, il s'agit des activités du journal officiel qui publie la règle de droit. Il s'agit également des activités d'archivage. Et bien, il s'agit également des activités qui se structurent autour de l'organisation de l'examen des projets de textes officiels. La 3e direction générale est celle qui s'occupe des relations avec les institutions de la République. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les autres institutions de la République avec lesquelles nous entretenons des relations au travers de cette direction générale. Mais aussi au niveau plus relevé de l'organigramme, vous avez un cabinet qui est constitué d'un directeur de cabinet et vous avez également
des chargés de mission qui sont en liaison avec les différentes directions générales que nous avons évoquées plus haut. Vous avez ensuite les équipes de secrétariat et puis les équipes de communication. Voilà un peu de façon simplifiée l'organigramme de ce département dont nous avons la charge, ainsi que les missions qui sont les nôtres et qui nous sont confiées donc par la volonté de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, afin d'accompagner donc la mise en œuvre des grandes orientations de la politique nationale de la nation qui sont fixées donc par le Président de la République, chef de l'État. Ok, merci. Je pense que ma consoeur a une question à vous poser également. Merci, Monsieur le ministre. Alors, comment faites-vous pour organiser et produire des rapports relevant des commissions des textes et conseils des ministres? Je vous remercie. C'est un processus qui est particulièrement inclusif et qui est très édifiant, très riche en expérience. Vous avez, lorsque un dossier arrive sur la table du Conseil des ministres, c'est qu'il a parcouru un chemin qui est assez long. Les textes prennent source au niveau des départements ministériels. Ils sont ensuite acheminés au niveau du secrétariat général du gouvernement et à partir de là, il y a plusieurs orientations possibles selon qu'il s'agit des projets de loi, projets de décret, projets d'arrêté, des traités, des accords, ainsi de suite. Je prends le cas le plus typique d'un projet de loi. Le projet de loi qui arrive au niveau du secrétariat général du gouvernement passe d'abord par la commission des textes. La commission des textes qui se réunit intègre plusieurs experts venant de la part de différents départements ministériels et en particulier des experts du département ministériel initiateur du projet de loi. Vous avez aussi des spécialistes au niveau de notre ministère qui sont impliqués dans le traitement, dans l'examen des projets de textes officiels, en l'occurrence ici dans l'exemple que nous avons évoqué du projet de loi. Mais il faut dire que la commission des textes est placée sous la conduite du secrétaire général de la présidence de la République, qui assure donc la présidence, et le rapport est assuré par le secrétariat général du gouvernement. Donc la commission des textes statue, examine le projet de loi qui ensuite fait l'objet d'un rapport de la commission des textes et l'étape suivante, c'est donc la transmission sur la table du Conseil des ministres, en passant par la case Conseil de cabinet présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui émet un avis avant donc un examen et une décision du Conseil des ministres. Si la décision du Conseil des ministres est favorable, l'étape suivante, c'est la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et pour adoption par après. S'il y a adoption donc au niveau de l'Assemblée nationale, après donc une série de traitements qui passent d'abord par les commissions spécialisées, ensuite un débat en plénière et finalement, le cas échéant, une transmission au niveau du secrétariat général du gouvernement après la validation du texte à l'Assemblée nationale et cela devra donc être transmis au président de la République qui peut promulguer le texte de loi automatiquement s'il estime nécessaire, mais le cas échéant, il peut faire recours au Conseil constitutionnel pour examiner la constitutionnalité du texte avant donc la promulgation. Ce n'est qu'un exemple stylisé que j'ai pris ici, mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de textes et les traitements varient en fonction. Le cas d'un projet de loi est un cas typique. Alors, je voudrais un peu, avant de donner la parole à mon collègue, vous poser la question. Il arrive souvent que l'Assemblée nationale rejette certains projets de loi que vous acheminez devant les députés. Alors, quelle est la procédure de satisfaction de ces projets de loi qui sont rejetés? Bon, rejeter, c'est peut-être un cas extrême. Nous arrivons généralement à des situations du type, il y a des amendements qui sont requis par l'Assemblée nationale et qui, dans ce cas, fait l'objet donc d'un renvoi au niveau du gouvernement. Nous
prenant en compte les amendements et cela permet donc de remettre le texte à jour, mais généralement ce sont des discussions qui se font au niveau des commissions spécialisées au niveau de l'Assemblée nationale qui permettent de régler certains détails, et ensuite c'est le débat en plénière qui permet de décider généralement sur nous avons l'expérience, je préfère vous citer l'expérience des textes organiques des institutions de la République qui ont été examinés pendant ces derniers temps sur les 7 textes que nous avons présentés à l'Assemblée nationale pour les 7 institutions de la République. Je mets l'Assemblée nationale à part. Nous avons aujourd'hui l'adoption et la promulgation de 5 textes organiques des différentes institutions de la République, à l'exception de 2 qui sont actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Je pense que la situation des textes échangés entre l'exécutif et le législatif est une illustration, je pense, du dialogue très constructif qui existe heureusement entre d'un côté l'exécutif et de l'autre côté le législatif, témoignant ainsi de la qualité de l'ancrage démocratique dans notre pays, du dialogue entre les institutions et de l'indépendance des pouvoirs, tout cela sous la conduite du président de la République qui assure, on le constate si bien, le fonctionnement régulier des institutions de la République. Merci. Oui, nous allons nous attarder un peu sur cet aspect. Les institutions républicaines, on en parle tant, Monsieur le ministre. Nous saisissons votre passage au cours de cette émission pour en savoir davantage. Alors, quels sont les défis liés à la gestion justement de ces institutions, Monsieur le ministre? Je pense que la première des choses qu'il faut relever, au risque de me répéter, c'est d'abord la présence de ces institutions, le fait que ces institutions soient consacrées dans la Constitution de notre pays et le fait qu'ils fonctionnent aujourd'hui, c'est un signe vraiment très excellent de la démocratie dans notre pays. C'est des institutions que nous n'avions pas par le passé qui fonctionnaient. Aujourd'hui, vous avez, conformément à la Constitution, un conseil constitutionnel qui jadis était la Cour constitutionnelle. La petite histoire qu'il faut raconter à l'occasion, c'est que vous vous souvenez, lors du processus électoral en 2020, le gouvernement a choisi de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle qui, au fait, à l'époque, il était question de demander un report des élections en période de Covid-19. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Le gouvernement s'est conformé à la décision de la Cour constitutionnelle. Je pense que c'est un exemple de l'indépendance des pouvoirs dans notre pays et donc de l'intérêt par rapport au fonctionnement de ces institutions, ici en l'occurrence la Cour constitutionnelle. Mais aujourd'hui, vous avez un conseil constitutionnel qui statue de façon souveraine sur les lois, les traités, les accords, les conventions, les traités, les accords. Vous avez également un conseil économique, social et environnemental qui est consulté sur tout projet ou programme à caractère économique, social, environnemental. Je pense que c'est déjà la première des choses qu'il faut relever et qui constitue des avancées notables dans notre pays depuis le retour à la légalité constitutionnelle le 30 mars 2016. Maintenant, de façon peut-être plus opérationnelle, c'est vrai que nous venons de très loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réalisations très importantes dans notre pays qui permettent de répondre à des préoccupations qui ne sont pas spécifiques à certaines institutions, mais qui
qui affectent le bon fonctionnement de l'administration dans son ensemble. De façon spécifique au niveau de ces institutions, nous avons eu l'occasion de visiter durant la première année de notre exercice. Nous avons constaté qu'il y a effectivement, en dehors de ce constat très positif que nous avons relevé plus tôt, nous avons constaté des problèmes d'équipement, des problèmes de locaux qui affectent donc ces institutions de la République et auxquels il est important d'apporter des éléments de réponse. Et je pense que le gouvernement y réfléchit avec beaucoup d'assiduité. C'est de rester très positif, c'est de dire que de façon progressive, chaque problème peut avoir une solution. Monsieur le ministre, vous ne pensez pas que vous n'avez pas une idée justement d'avoir une bâtisse qui pourra comporter toutes ces institutions? Le conseil, je donne un exemple du Conseil économique, social et environnemental auquel le gouvernement avait déjà accordé une parcelle de terre sur la route de Boigny vers PK26. C'est déjà un pas. Le reste, de façon progressive, il y aura une planification d'un projet de construction d'un bâtiment pour le Conseil économique, social et environnemental. Le processus peut s'étendre également aux autres institutions de la République. Alors, Monsieur le ministre, parmi vos attributions en tant que ministre chargé du secrétaire général du gouvernement, vous avez le droit de délivrer ce qu'on appelle les ordres de mission. Est-ce que ces ordres de mission concernent également le secteur privé ou le secteur privé ne relève pas. Monsieur le ministre. Et puis, quelle est la portée de ce document que vous délivrez pour les fonctionnaires qui doivent aller? Alors, ce qu'il faut noter premièrement, c'est que le secteur privé ne relève pas de l'exécutif. Nous ne pouvons pas délivrer, nous ne délivrons pas des ordres de mission pour des personnes qui relèvent du secteur privé, sauf si ils sont inscrits avec nous dans un cadre de collaboration spécifique, mais c'est des cas exceptionnels. La règle, c'est que nous ne délivrons des ordres de mission que pour les fonctionnaires et agents de l'État. C'est la règle. Maintenant, il ne faudrait pas regarder les ordres de mission comme étant un processus qui débute uniquement au niveau du secrétariat général du gouvernement et qui s'achève au niveau du secrétariat général du gouvernement. C'est un processus qui s'étend sur des pans de l'administration et des compétences. Je prends un exemple, il y a plusieurs situations, je prends un exemple typique, une fois de plus, pour ne pas abuser du temps qui nous a imparti. Je prends l'exemple du DG de la radio, qui doit effectuer peut-être une mission dans le cadre de couverture médiatique d'une compétition à laquelle les fauves participent. La demande d'ordre de mission transite par le ministre de tutelle, en l'occurrence ici le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement, pour arriver au niveau du Premier ministre chef du gouvernement. De là, il y a les annotations, les orientations de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement au ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République qui, le cas échéant, délivre donc l'ordre de mission avec une notification de prise en charge qui permet de s'occuper du séjour à l'étranger, du transport, ainsi de suite. Par après, donc, les documents sont transmis pour ce qui concerne l'ordre de mission à l'intéressé et pour ce qui concerne les notifications de prise en charge, plus aussi une copie de l'ordre de mission au ministère chargé des Finances et du Budget pour le nécessaire à faire. C'est vrai qu'il y a d'autres cas qu'on peut décrire, qu'on peut commenter, mais j'ai préféré prendre ce cas le plus représentatif de l'ensemble des types d'ordres de mission auxquels nous avons l'habitude de faire face. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, nous savons que votre département a la charge de la rédaction du journal officiel. Alors, nous voulons savoir quelle est sa mission et quel est son mode d'accession et sa gestion. Oui,
Le journal officiel est notre instrument de référence pour la publication de la règle de droit, qui, je l'avais déjà précisé tout à l'heure, s'inscrit dans la trame de notre mission. Le journal officiel est une direction qui est créée il y a très longtemps aujourd'hui. La mission donc du journal officiel, c'est donc de publier les traités, les conventions, les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements, les conventions. Nous publions cela au journal officiel parce que c'est effectivement important. Ça permet de donner une valeur juridique à ces textes qui peuvent être utilisés devant la justice afin donc d'être donc exploités. Nous publions de façon régulière, de façon périodique, des éditions ordinaires du journal officiel pour un coût de 2000 francs CFA. Nous publions également en fonction des circonstances des éditions spéciales qui varient en fonction des textes et des volumes entre 2500 et 3500 francs CFA. Vous voyez que nous contribuons au travers du journal officiel à la mobilisation des ressources domestiques. Mais aujourd'hui, le journal officiel, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes en train de le réformer. Nous voulons réformer le journal officiel de manière à élargir le périmètre de la clientèle, non seulement de façon physique en installant des kiosques un peu partout, tant à Bangui qu'à l'intérieur de notre pays, mais également de façon virtuelle, c'est-à-dire en ligne, mettre le journal officiel en ligne. Ce sont les perspectives vers lesquelles nous voulons donc évoluer. C'est vrai que le journal officiel se confronte aujourd'hui, autant que certaines structures, à des difficultés d'ordre matériel, d'ordre logistique, etc. Mais nous travaillons très sérieusement dans le cadre de la politique générale du gouvernement pour apporter des éléments de réponse, des améliorations, des transformations pour un journal officiel plus dynamique et plus en mesure de pouvoir publier de façon régulière la règle de droit. Et quel est sa mode de gestion? Le journal officiel est géré, donc d'abord il y a un directeur qui est là du journal officiel qui travaille sous la direction d'un directeur général, et maintenant vous avez au niveau du journal officiel de façon plus technique un régisseur qui est affecté donc par le ministère des Finances et du Budget et qui participe donc à la gestion donc des recettes au niveau du journal officiel. Et puis il y a également un régisseur qui est interne, qui a également d'autres compétences, ce qui permet donc de conjuguer donc les compétences pour avoir une gestion plus transparente au niveau du journal officiel. Je dois préciser que les recettes sont versées au niveau du Trésor de façon systématique. Et ensuite, ce sont des rétrocessions qui permettent donc de contribuer en plus des allocations budgétaires qui sont affectées au niveau du secrétariat général du gouvernement et orientées donc vers le fonctionnement du journal officiel pour permettre donc de faire face à l'ensemble des contraintes budgétaires, financières auxquelles le journal peut être confronté pour la publication donc des éditions soit ordinaires, soit spéciales. Dans la liste des documents administratifs, les textes que vous avez cités tout à l'heure, vous n'avez pas fait allusion aux reconnaissances de certaines associations et d'ONG. Est-ce que ces documents délivrés par le ministère de l'Administration du Territoire ne peuvent pas être publiés dans le journal officiel? Oui, il y a, j'ai mentionné tout à l'heure, une liste peut-être pas exhaustive des types de textes qui sont publiés au journal officiel, mais en fonction de la qualité des textes, des normes qui sont présentés, le journal officiel apprécie donc l'opportunité de pouvoir publier, mais ce n'est pas tous les textes qui doivent être publiés au journal officiel, qui se spécialisent dans des textes de niveau suffisamment relevé dans l'ordonnancement juridique. Vous avez quelques questions posées avant de donner la parole à Guy? Je ne sais pas si non, on va rester
dans ce contexte-là. Monsieur le ministre, la confidentialité, à mon avis, caractérise votre département et vu la pertinence des tâches à exécuter, notamment les textes officiels, est-ce que vous avez un projet justement pour améliorer les conditions de travail de vos agents? Voilà le sens de ma question. Oui, le progrès au niveau du gouvernement, on le constate. Il ne se spécialise pas, il ne se restreint pas à un secteur particulier. Vous avez beaucoup d'exemples de progrès. Le secrétariat général du gouvernement n'échappe pas à la règle. Nous avons nous avons des projets très importants au niveau du secrétariat général du gouvernement. Je peux citer par exemple le projet de digitalisation des travaux du Conseil des ministres. Je peux citer, j'ai parlé tout à l'heure de la réforme du journal officiel, mais si vous permettez, revenons d'abord sur concentrons-nous sur la digitalisation des travaux du Conseil des ministres, qui est un travail extrêmement laborieux. J'ai parlé tout à l'heure du fonctionnement de la commission des textes, qui est un maillon de toute la chaîne qui participe aux travaux du Conseil des ministres. Tout ce travail se fait de façon manuelle, avec la consommation du papier, la consommation du temps de travail, les difficultés qui en découlent en termes de collaboration entre les membres du gouvernement. Nous avons une réforme dans ce sens qui a pour objectif justement la dématérialisation des documents, la création d'une plateforme efficace, sécurisée, qui facilite donc la collaboration entre les membres du Conseil et qui permettra certainement d'assurer également la traçabilité et l'archivage des données, des informations. Je pense que nous devons arriver à ce niveau d'organisation en ce qui concerne les travaux du Conseil des ministres. C'est un exemple. Nous avons également d'autres exemples en ce qui concerne l'organisation des festivités et des cérémonies qui sont également au cœur de nos activités. J'ai souligné cela tout à l'heure. Vous ne nous avez pas donné l'occasion d'en parler, mais si vous permettez, nous pouvons en parler. Vous avez le Comité national des fêtes qui permet de contribuer à perpétuer la mémoire de la République, qui permet également d'assurer la souveraineté nationale, l'autorité de l'État, et aussi d'apporter une démonstration de la puissance publique. Vous avez l'habitude de voir les déploiements du Comité national des fêtes sur l'avenue des Martyrs. Nous avons des réformes à apporter également dans la manière où il faut organiser ces événements pour les intérêts que j'ai mentionnés, les raisons que j'ai mentionnées d'ordre stratégique que j'ai mentionnées si haut. Nous avons en vue donc d'arriver à la construction des structures, des tribunes pérennes, non seulement sur l'avenue des Martyrs, mais également au moins dans les différentes régions de notre pays, conformément à notre lettre de mission et donc à la politique générale du gouvernement. Cela me fait penser également au projet que nous avons à Bobangui pour la construction d'une tribune là-bas, pas seulement la construction d'une tribune, mais surtout la construction d'un complexe, le complexe Barthélemy Boganda, qui sera un repère historique, emblématique pour notre pays, touristique même, pourquoi pas. Voilà quelques projets que nous avons au niveau du secrétariat général du gouvernement, mais aussi avec la possibilité d'améliorer les conditions de création les conditions d'organisation des festivités que nous avons l'habitude d'organiser au niveau de Bangui et qui peuvent être dupliquées à l'intérieur de notre pays. Nous le faisons d'ailleurs, vous le savez comment nous organisons les festivités.
le format qui se déroule sur l'avenue des Martyrs avec tout son cortège protocolaire, toutes les contraintes logistiques, nous parvenons à dupliquer cela à l'intérieur de notre pays au travers des ministres résidents, mais nous avons la possibilité donc de pouvoir améliorer ce type d'organisation. Oui, monsieur le ministre, avec votre permission, je vais rebondir sur cet aspect. Oui. Je crois que l'accent est beaucoup plus mis sur le défilé au 1er décembre. Oui. Bon, il y a le sport, mais entre-temps, il y avait Les des séries de activités. jeux ou d'autres. Bon, est-ce que vraiment vous ne comptez pas améliorer ou alors renforcer ces types d'activités, par exemple c'est vrai que ça a fait un éclat, le défilé, mais je crois qu'il devait avoir en sus beaucoup d'autres activités, d'ordre culturel, par exemple. Oui. Alors, je comprends que l'organisation de la fête, l'édition de la fête du 1er décembre passé, le 1er décembre 2024, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que c'est vraiment une démonstration de la restauration de l'autorité de l'État lorsque vous voyez nos forces de défense et de sécurité parader sur l'avenue des Martyrs, non seulement sur terre, mais également dans les airs, avec les bataillons d'infanterie territoriale, les bataillons, la brigade d'intervention mixte, toute cette armada participe à la présence, à la manifestation de la présence de l'État. Nous avons également d'autres types d'intérêts sociaux, des partis politiques qui défilent, qui sont une multitude. Vous avez également des associations, vous avez également des organisations non gouvernementales qui tous veulent participer à cette démonstration de la restauration de l'autorité de l'État, de la souveraineté nationale et donc de l'entretien donc de la mémoire de la République. Tout cela donne vraiment une organisation bien complexe, mais nous y arrivons de façon progressive en tenant compte des agendas de l'agenda des poteaux des autorités et des personnalités qui sont invitées pour voir dans quelle mesure on peut donner la possibilité à telle ou telle entité de pouvoir prendre part à l'organisation de la fête. Mais vous comprenez que nous avons apporté des innovations dans l'organisation de la fête lors de la dernière édition. Nous avons commencé d'abord certaines activités la veille. Avant, donc le 30 novembre, nous avons commencé certaines activités alors que généralement le 30 novembre est consacré uniquement aux médailles, aux décorations sur l'avenue des Martyrs. Mais nous avons pris en compte également certaines activités. Ça permet de répondre également dans une certaine mesure à la préoccupation que vous avez soulevée. Et donc nous avons d'année en année, nous essayons d'apporter quelques innovations, des éléments de réponse à cette demande croissante de la part de la population de participer à cette démonstration de l'autorité de l'État restaurée dans notre pays, non seulement au niveau de Bangui, mais également dans les différentes préfectures, dans les différentes régions de notre pays. Alors, à vous entendre parler, monsieur le ministre, vous semblez être satisfait et vous faites croire que vous avez atteint les objectifs que la lettre de mission du Premier ministre vous a assigné. Est-ce que si ce n'est pas le cas, quels sont les défis qui restent à surmonter et les projets d'avenir pour le ministère dont vous avez la charge? Oui, nous avons évoqué tout à l'heure parmi les défis à relever, je parlerai de challenge. J'ai évoqué tout à l'heure la réforme du journal officiel. J'ai évoqué tout à l'heure la digitalisation des travaux du Conseil des ministres, la construction de structures de tribunes pérennes, non seulement sur l'avenue des Martyrs, mais également dans les différentes régions de notre pays et voire dans les préfectures dans les différentes préfectures de notre pays. Je pense que nous ne regardons pas les choses de façon linéaire, mais nous regardons les choses d'une manière globale, en ce sens que les activités auxquelles nous participons en tant que secrétaire général du gouvernement sont des activités à caractère interministériel.
Ce sont des activités du gouvernement auxquelles nous participons. Nous intervenons sous la conduite de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre de la coordination de l'action gouvernementale. À ce niveau, nous ne parlons pas uniquement, nous ne parlons pas spécifiquement des problèmes qui concernent directement le secrétariat général du gouvernement. Les problèmes sont abordés sous un angle, pas sous le prisme de certains départements ministériels, mais dans une approche globale. Dans cette perspective, vous soulignez tout à l'heure l'important discours sur l'état de la nation qui a été prononcé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, devant l'Assemblée nationale. À cette occasion, le Président de la République s'est livré à un exercice inédit, constitutionnel, de reddition de comptes, de bonne gouvernance, de transparence, et qui nous appelle justement à un exercice de relais, d'approfondissement, et je pense que c'est ce que vous, en tant que spécialiste des médias, êtes en train de faire dans le cadre de cette émission Parole au gouvernement. C'est ce que nous également, nous sommes en train de faire en nous livrant à cet exercice. De quoi s'agit-il? Il s'agit de contribuer à mettre en relief, à l'effet de contrer justement la désinformation qui se répand malheureusement hors ligne, à l'effet de contrer les campagnes géopolitiques qui visent à ternir l'image de notre pays et à saper les efforts que le gouvernement est en train de mener actuellement en faveur de l'émergence nationale. Le travail donc que nous sommes appelés à faire, c'est de mettre en relief, vous, autant spécialistes des médias, de mettre en relief les résultats importants qui sont obtenus au titre de la restauration de l'autorité de l'État, au titre de la paix, au titre des services sociaux qui sont déployés. Vous avez d'importantes choses, d'importants résultats qui ont été présentés par le Président de la République et qui méritent justement d'être mis en relief afin de contrer la désinformation. Des membres du gouvernement sont certainement passés ici dans ce studio pour vous entretenir sur des résultats hautement importants. Vous avez par exemple, rien que pour l'année 2024, le nombre de jeunes, plus de 6 000 qui sont intégrés dans la fonction publique. Vous avez la montée fulgurante et en flèche de nos forces de défense et de sécurité avec des effectifs qui varient plus de 7 000 d'abord éléments des FACA en 2000, 7 000 théoriques en 2016, et puis aujourd'hui nous avons un effectif de plus de 23 000 éléments. Ça témoigne des résultats hautement importants qui sont inscrits à l'actif des actions du gouvernement selon les grandes orientations de la politique de la nation fixées par le Président de la République. Vous avez aussi l'introduction du vaccin contre le palu qui mérite d'être souligné, la levée de l'embargo sur les armes, levée de l'embargo sur l'exportation du diamant. Vous avez également les recettes domestiques qui ont beaucoup évolué entre 2016 et aujourd'hui. Nous sommes passés, par exemple, nous sommes passés, je pense, le ministre des Finances l'aurait peut-être dit avec des chiffres plus précis, de 80 milliards à plus de 140 milliards aujourd'hui. La réforme donc des finances publiques est en marche et on peut continuer à citer beaucoup d'autres résultats qui sont obtenus et qui doivent faire l'objet donc d'une communication plus assidue, justement avec la contribution la contribution des spécialistes, des hommes et femmes spécialistes des médias que vous êtes. C'est, je pense, le lieu d'adresser des félicitations à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias. Merci beaucoup pour cet exercice qu'il suit de très près, mais également pour beaucoup d'autres initiatives qui sont en train d'être prises actuellement au niveau du département pour assurer donc une communication plus efficace qui rend compte
des activités très importantes qui sont opérées au titre de l'action gouvernementale et qui permettent donc d'édifier les Centrafricains, d'éclairer les choix du peuple centrafricain dépositaire de la souveraineté nationale, particulièrement à un moment où notre pays doit faire face à des échéances très importantes, d'abord locales, ensuite générales au cours de cette année 2025. Nous regardons les choses donc dans une démarche plus globale, mais pas sous le prisme d'un département ministériel. Vous aurez compris au travers de ce point que le défi également, c'est un défi de communication. Alors, monsieur le ministre, le temps nous est imparti. Aujourd'hui, la population de Bangui et celle de l'arrière-pays se plaint du fait que la loi fondamentale se vend extrêmement chère à ce prix qui s'élève à 3500, qui rend difficile la vulgarisation. Alors, comment justifiez-vous cela et pourquoi ne pas vendre à un prix raisonnable pour que ce document soit à la portée de tous? Je vous remercie. Nous avons plusieurs initiatives. Nous avons plusieurs initiatives en liaison avec le Conseil constitutionnel, en liaison avec l'université de Bangui, plus particulièrement l'Institut de linguistique, d'abord pour la traduction de la Constitution en langue nationale, en Sango. Nous avons également le problème que vous évoquez, auquel nous sommes en train d'apporter des éléments de réponse. Je pense que cela ne devrait pas faire l'objet d'une préoccupation. Nous avons actuellement un projet là-dessus qui va permettre très certainement de pouvoir vulgariser la Constitution de notre pays, qui permettra très certainement au plus grand nombre de pouvoir s'en procurer et pouvoir être au courant, au parfum de tout ce qui est dit dans cette Constitution. Merci, donc, pour ainsi dire, il y a vraiment des initiatives allant dans ce sens. Ok, merci. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes tenus par le temps. Le temps qui nous est imparti pour cette première partie de notre émission en langue française est terminé. Nous vous remercions d'être venus pour répondre aux préoccupations des auditeurs et des téléspectateurs. Je rappelle que cette émission a été coordonnée par les chargés de mission Siokoba, Ngokoli et Tita Samba, mes consoeurs. Guy Ngote Kosane, journaliste. Merci, monsieur le ministre. Merci. Gypsy Oumar, merci de votre passage. Je vous remercie. Nous allons aborder la partie en Sango dans quelques minutes, le temps de prendre une petite pause. Merci.